Dans le nord du Liban, à 30 km de la Syrie, Tripoli. Cette ville est la plus pauvre du pays. Dans le centre, la plupart des commerces sont fermés. Le marché de l'or qui fourmillait encore il y a 2 ans s'est aujourd'hui entièrement vidé. Dans les boutiques, seuls des habitants de la ville viennent encore vendre leurs derniers biens. Je viens vous vendre cette bague, et celle-là aussi. C'est du 18 carats. Oui, c'est ça. Cette retraitée cède les derniers bijoux qui lui restent. C'est sa seule monnaie d'échange pour survivre. Notre situation est terrible. Nos dirigeants nous laissent mourir. Tant pis pour mes bijoux, j'ai 4 enfants à nourrir. Ça fait 155 $. C'est tout? Bon alors tenez, j'en ai en argent aussi. Ce jour-là, elle vend l'alliance de son mari pour se procurer quelques biens de subsistance pour sa famille. Je vais acheter un peu de farine, du riz, du boulgour et un peu de viande. Que Dieu nous vienne en aide. Tripoli vit de plein fouet la crise économique qui s'abat sur le pays. 5000 livres le fagot de blette. Certains étals sont encore fournis. Mais les prix des denrées alimentaires se sont envolés. C'est combien ce poisson? C'est 70 000 livres. On a baissé le prix de 5 000. C'est combien les cuisses de poulet? 40 000 livres. Et les coûts, c'est 28 000. Avant, c'était la partie du poulet qu'on donnait aux chiens. Aujourd'hui, c'est pour nous. Une cuisse de poulet et un filet de poisson qui valent 15 fois leur prix d'il y a 2 ans. Si les tarifs ont explosé, les salaires des Libanais n'ont pourtant jamais augmenté. Désormais, se nourrir est devenu un défi quotidien. Rendez-vous compte, à l'époque de notre ancien Premier ministre que l'État traite d'incapable, ce paquet de riz coûtait 2500 livres. Aujourd'hui, il vaut 7 fois plus cher. Comment on fait? Les pauvres de ce pays, comment vont-ils se nourrir? Parmi ces 28 élus, ou plutôt ces 28 connards, pardon, il n'y en a pas un seul qui soit un être humain? Dans le pays, la colère gronde depuis 2 ans. Elle explose pour la première fois le 17 octobre 2019. Foutez-les tous dehors! Le Liban, depuis la fin de la guerre civile en 1990, sort enfin uni dans la rue pour demander la démission d'un gouvernement corrompu. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, le Liban était considéré comme la Suisse du Moyen-Orient. Économiquement fort, il attirait des capitaux du monde entier. Ce pays, 50 fois plus petit que la France, est frontalier avec la Syrie et Israël. Le pouvoir est historiquement divisé entre chrétiens, musulmans sunnites et musulmans chiites. Un équilibre fragile qui jusque-là tenait bon. Mais il y a 2 ans et demi, tout bascule. Le système bancaire s'écroule. Les investisseurs et les dollars fuient le pays. L'inflation dépasse alors les 140%. C'est le taux le plus élevé du monde, devant le Venezuela. Comment peut-on vivre quand on gagne le quart de ce qu'on dépense? La monnaie nationale, la livre libanaise, a perdu 90% de sa valeur. Beaucoup de papiers de Monopoly. Cette crise sans précédent a plongé une large partie de la population du Liban dans la pauvreté. S'il n'y avait pas la communauté chrétienne, ils seraient morts de faim. Littéralement morts de faim. Faute d'investissement de la part du gouvernement, l'électricité ne fonctionne plus que quelques heures par jour. Ça, c'est le Liban d'aujourd'hui. Et depuis plus de 5 ans, le Liban doit aussi gérer l'afflux d'1,5 million de réfugiés syriens. Derrière la faillite du pays, certains dénoncent un gouvernement mafieux qui aurait la main mise sur des pans entiers de l'économie. C'est l'un des endroits les plus corrompus du Liban. J'irais même plus loin, c'est l'un des endroits les plus corrompus du monde. Dans ce contexte, les tensions communautaires ont été ravivées. Alors, pour beaucoup de Libanais, le dernier recours reste la fuite. À main levée, qui veut partir du Liban après l'université?
dans l'espoir d'un nouvel Eldorado. Enquête sur un Liban à l'agonie. En plein cœur d'un quartier chrétien de Beyrouth, à Ashrafieh, le père Gabriel s'apprête à célébrer la messe. Il est catholique, jésuite et francophone, comme ses fidèles et la majorité de la bourgeoisie chrétienne du pays. Ici, on ne vient pas seulement écouter la bonne parole du Seigneur. On vient aussi pour les prêches piquants du père Gabriel. L'évangile d'aujourd'hui tombe bien pour chacun et chacune d'entre nous. Que devons-nous faire? Alors on pourra espérer, comme c'est la fête de Noël qui approche, une repentance dans notre classe politique. Et on peut espérer que notre classe politique viendra demander à Jean que devons-nous faire. Il leur dira, rendez l'argent que vous avez volé. Et on pourra espérer qu'il leur dise, allez quitter ce pays, allez vous dorer sur la côte d'Azur. J'en dirai pas plus parce que j'ai envie de dormir dans mon lit, vous aussi. Si Gabriel s'autorise ces saillies politiques, c'est parce que cette crise, il la vit de près. Vous maigrissez. Je vous donne 10 kilos. Chaque semaine, le prêtre quitte sa confrérie de Beyrouth pour se rendre dans la Bekaa, une région montagneuse à l'est du pays. Comme à chaque fois qu'il prend sa voiture, le prêtre a les yeux rivés sur sa jauge d'essence. Dès qu'on a un tiers qui est vide, on remplit pour ne pas avoir l'impression de payer très cher. Le plein, s'il vous plaît. En un an, le prix de l'essence a été multiplié par 6. Ça fait combien, mon frère? 300 000. Tiens, les voilà. Merci. Voilà, c'est plein. On peut y aller. 300 000. C'est fou, ça. 20 litres d'essence pour 300 000 livres, soit la moitié du salaire minimum dans le pays. Des tarifs exorbitants qui ont considérablement réduit les déplacements des Libanais. C'est étonnant parce qu'il n'y a pas de voiture. Enfin, il n'y a pas de circulation. Pour moi, c'est quasiment vide. Imaginez, je sais pas, place de l'Étoile à Paris, un lundi aux heures de pointe, avec 2 tiers de voitures en moins. Et ça vous donne ça, quoi. Si Gabriel s'étonne de la situation, c'est parce qu'il y a 3 ans à peine, le Liban vivait bien. L'essence ne coûtait rien. Les gens travaillaient. La monnaie était stable. Mais aujourd'hui, tout se délite. Et parmi les premières victimes, les classes moyennes du pays, dorénavant devenues de nouveaux pauvres. Le père Gabriel arrive à Zarlé, après 2 heures de route. Depuis le début de la crise, cette cité chrétienne de 80 000 habitants a pris des allures de ville fantôme. L'artère commerçante s'est entièrement vidée. La population âgée et isolée vit le pire déclassement de son histoire. Sur place, une association vient en aide aux plus démunis. Gabriel rejoint ses membres chaque semaine. Comment ça va, mon père? Ça va bien et vous? On a du travail aujourd'hui. Le but de cette opération, c'est justement de donner à manger aux gens qui ont faim, qui n'ont pas de quoi s'acheter de la nourriture. Et c'est de la nourriture toute faite. Vous avez ici des salades. Ça, c'est le dessert. Vous avez un dessert ici. Et puis, il y a les plats chauds qui sont là. Ce jour-là, le père Gabriel est en binôme avec Rahida. Il y a de la chez Jeannette. Je vous ai tout mis sur la table. Et comment tu fais pour tes factures? Mes frères m'aident. Tous les mois, ils me donnent un peu d'argent. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur. Cette association apporte son aide à plus de 200 familles. Où est-ce que je peux vous poser tout ça?
Comment ça va? Mon père chéri, merci d'être là. Merci. Au Liban, on peut toucher sa retraite de façon mensualisée ou en un seul paiement. Saboua, ancienne professeure pendant 30 ans, a reçu en tout et pour tout l'équivalent de 300 €. C'est joli ici. Très joli. Avant, on vivait beaucoup mieux. On pouvait s'acheter du mazout, du bois. Aujourd'hui, tout est extrêmement cher. J'ai un problème aux yeux, j'ai besoin d'injections. Mais le prix d'une seule piqûre est de 800 000 livres. Et le médecin coûte en plus 350 000. Ce mois-ci, il ne m'a pas fait la piqûre parce que je n'ai pas pu lui payer celle du mois passé. Et s'il arrête les injections, comment tu vas faire? Il m'a prescrit des gouttes et m'a dit de revenir dans 1 mois et demi. Qu'est-ce que je peux faire? Comment peut-on vivre ainsi? Comment peut-on vivre quand on gagne le quart de ce qu'on dépense? Chacune de ces piqûres lui coûte une 50aine d'euros. Alors, Gabriel l'aide comme il peut. Tiens, prends ces 300 000 livres. C'est pour ton injection. Écoute, c'est de la part de Jésus. Merci, c'est trop. Au bout de la rue, la misère monte d'un cran. La colère aussi. Cette famille vit ici depuis 20 ans. Le père, ancien peintre en bâtiment, est aujourd'hui au chômage. Et dans les circonstances actuelles, impossible de retrouver un emploi. Ils vivent sans le moindre revenu. À l'intérieur, une minuscule cuisine, des toilettes, un salon qui fait également office de chambre à coucher pour toute la famille et un réfrigérateur désespérément vide. Comment vous faites quand vous devez préparer le repas pour la famille? Parfois, je vais au marché. Des commerçants me donnent les invendus. Sinon, il y a le restaurant Johanna. Il nous donne à manger aussi. Dieu ne nous oublie pas. Pour s'en sortir, cette mère s'en remet à Dieu. Son mari compte lui sur les aides privées comme celle de Gabriel. Vous avez du chauffage? Non. Pas du tout? Et ce poêle alors, il sert à quoi? C'est seulement de la déco. Ça vous met en colère que l'État ne s'occupe pas de vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne travaille plus et on est 5 bouches à nourrir. Et vous avez la haine contre l'État? L'État? Quel État? Sans ces associations caritatives, on mourrait de faim. Avant la crise, quand tu travaillais, tu pouvais payer ta facture d'électricité sans problème. Avec l'inflation aujourd'hui, c'est devenu impossible, c'est trop cher. Comment ne pas mendier dans les rues? Dans le pays, 36% de la population vit dans l'extrême pauvreté. C'est presque 5 fois plus qu'il y a 2 ans. Sans la communauté chrétienne, qu'est-ce qu'il serait devenu cette famille? Crevé de faim. Il serait mort de faim. Littéralement. Littéralement mort de faim. Merci beaucoup. Toutes les communautés, chrétiennes ou musulmanes, comptent sur la solidarité civile pour s'en sortir. Personne n'aurait imaginé un effondrement si brutal au Liban. Pourtant, en 2 ans, le quotidien de la population est devenu infernal. À Chouefat, dans la banlieue sud de Beyrouth, nous allons en avoir un exemple éloquent. Riyad tient cette épicerie depuis 4 ans. Avec la crise que connaît le pays, il est passé maître dans l'art de la débrouille. Il n'y a plus d'électricité. Et ça fonctionne sur secteur. Donc je peux plus fermer mes stores. Dorénavant, tous les matins, il a un nouveau rituel. J'arrive, j'allume le téléphone et je vérifie le taux de change du dollar. La livre libanaise et le dollar ont toujours coexisté dans l'économie du pays. Jusqu'en 2019, le taux de change entre les deux monnaies était stable. 1 dollar valait 1500 livres. Mais maintenant, le taux fluctue tous les jours. Ce matin, 1 dollar vaut 21 000 livres. C'est 15 fois plus qu'il y a 2 ans. Le taux du dollar ne cesse de monter.
Donc les tarifs des fournisseurs augmentent. Alors je dois tout le temps adapter mes prix. Tu peux apporter la calculatrice, s'il te plaît? Ok, donc ça c'est le Dimex, 1,2 litres. Il est à 16 800. Donc 16 800 livres libanaises, tu rajoutes 18%. Ok, tu le mets à 19 824. Chaque produit va y passer. Mais dans sa boutique plongée dans le noir, encore faut-il pouvoir les retrouver. Ici, l'État ne fournit plus qu'1 à 2 heures d'électricité par jour. Alors, pour éviter de laisser pourrir ces produits surgelés, Riyad a dû encore une fois s'adapter. Je ne peux pas vendre des produits qui rendraient les gens malades. Donc j'ai décidé de me contenter d'un seul congélateur et de débrancher les autres. J'ai dû renoncer à l'achat de plein de produits. Et à midi, l'électricité réapparaît comme par magie. Ouais, l'électricité! Les employés vont enfin pouvoir travailler normalement. Les œufs, les pommes de terre, c'est tout? Merci, bonne journée. Depuis plus d'1 an, Riyad ne tire plus aucun profit de sa boutique. Certains mois, il travaille même à perte. Le Liban n'est plus que l'ombre de lui-même. Le pays vit maintenant dans le noir. Fini les soirées jusqu'au bout de la nuit. Beyrouth était la capitale de la fête du Moyen-Orient. Aujourd'hui, elle a la gueule de bois. Seule une certaine bourgeoisie peut encore s'offrir le luxe d'un restaurant. Pourtant, elle aussi a bien du mal à voir son verre à moitié plein. Le centre-ville est mort. Le centre-ville fait peur. Toute la ville ressemble maintenant à une ville fantôme. Ce groupe d'amis se réunit 1 fois par semaine. Elles ont moins de 30 ans et viennent d'arriver sur le marché du travail. Rebecca a 24 ans. Cette jeune Beyrouthine est consultante en droit pour un cabinet international. À combien est le dollar aujourd'hui? Je sais pas. Cette question est sur toutes les lèvres dans le pays. Et aujourd'hui, les nouvelles sont plutôt bonnes. Aujourd'hui, un dollar vaut 27 000 livres. C'est un peu moins cher qu'hier. Avec l'inflation dans le pays, une simple salade est devenue un produit de luxe. Cette salade, par exemple, coûte 194 000 livres. Il y a 2 ans, elle valait 11 000 livres. Je ne peux pas croire que cette situation dure depuis 2 ans. Et les gens s'habituent, ce n'est pas normal. On devrait être en colère tous les jours. Là, vous nous voyez peut-être nous amuser, mais je pense qu'en fait, on est tellement déprimés par ce qu'il se passe qu'il vaut mieux en rire. Au moment de l'addition, le total est étourdissant. 1 280 000 livres libanaises. C'est 2 fois le salaire minimum dans le pays, soit 50 € au taux du jour. Aujourd'hui, tout le monde est millionnaire au Liban, mais en livres libanaises, pas en dollars. Le dollar aujourd'hui, c'est devenu la denrée rare du pays. Il y a un peu plus de 2 ans, beaucoup d'investisseurs étrangers ont fui le pays par manque de confiance dans le gouvernement libanais. À ce moment-là, ils ont sonné la faillite du Liban. Car sans leur dollar, la monnaie locale s'est effondrée. Elle a perdu près de 90% de sa valeur. Pour éviter la banqueroute complète, les banques ont imposé des restrictions de retrait drastiques aux Libanais qui détenaient des dollars. C'est le cas de Rebecca. Depuis 2019, elle n'a plus accès à ses comptes. Je ne peux toujours pas retirer mes dollars. C'est écrit plafond de retrait atteint. Mais je n'ai rien retiré depuis plus d'1 an. C'est fou. Pourtant, elle avait ici plus de 10 000 $. Mais avec l'état des finances du pays, impossible de savoir s'ils existent encore. Vous avez combien de cartes bleues? J'en ai 3. Une pour les dollars frais, une pour mes anciens dollars et une en monnaie locale. C'est quoi des dollars frais?
C'est comme ça qu'on appelle tous les dollars de l'étranger et les nouveaux comptes ouverts après les manifestations de 2019. Les anciens dollars sont ceux déposés avant 2019 sur des comptes auxquels on n'a plus accès. Aucun accès? Non, rien. Tu peux savoir combien tu as dessus, mais tu ne peux rien retirer. Tu n'as accès qu'aux dollars frais. Ces dollars frais, c'est le Graal pour ceux qui y ont accès. Ils viennent de l'étranger et s'échangent désormais une fortune contre la monnaie locale dévaluée. Dans le pays, ils ont fait naître une nouvelle classe sociale privilégiée. À 1 heure de Beyrouth, au nord, direction Batroun. Dans cette station balnéaire huppée, certains ne connaissent pas la crise. Les grandes chaînes de supermarchés font encore le plein. Salut, tu vas bien? Salut mon pote, comment ça va? Joseph, la petite quarantaine, vit là depuis 4 ans. C'est mon village. C'est mon village. Oui, toujours. À peu près 3 à 4 jours par semaine. C'est habitué des lieux et commercial dans une entreprise pharmaceutique internationale. Chaque mois, il reçoit son salaire en dollars. Où est-ce qu'elles sont les tomates bien mûres? Les belles tomates bien mûres. Ok. Grâce à ces dollars frais, Joseph et sa femme Romy vivent désormais comme des rois dans ce Liban ruiné. L'alcool, c'est très cher aujourd'hui au Liban? Pour les Libanaises, oui, c'est très cher. Mais vous n'êtes pas libanais? Oui, Libanais avec fresh money. C'est une nouvelle classe de Libanais? Oui. Une nouvelle sorte de Libanais? Nouveau type de Libanais. Par exemple, cette bouteille-là, elle valait 10 dollars. Aujourd'hui, elle vaut 200 000 livres libanaises. Donc la plupart des gens ne peuvent plus se l'acheter, alors que c'est rien pour moi. Et en effet, son salaire mensuel de 3 000 dollars correspond à 60 millions de livres libanaises. Vous êtes devenu riche récemment? Oui, oui, vraiment, je suis devenu riche. Lorsqu'on est en train de choisir quelque chose quotidien, on ne regarde plus le prix. Romy est institutrice. Elle touche son salaire en livres libanaises. Sans les dollars de Joseph, elle ne s'en sortirait pas. Désormais, le couple ne craint plus le passage en caisse. Montant dans l'addition aujourd'hui, 685 000 livres. Merci beaucoup. C'est l'équivalent d'un mois de salaire minimum au Liban, soit 30 dollars. Un salaire minimum qui a été divisé par 15 en 2 ans. C'est moins que le revenu minimum en Afghanistan. Dans cette zone pavillonnaire sur les hauteurs de Batroun, Joseph et sa femme se sont fait construire une maison. Leur projet a débuté en 2017. À l'époque, ils empruntent 50 millions de livres libanaises sur 20 ans. Mais avec l'effondrement de la monnaie locale, leur maison de 150 mètres carrés ne leur coûtera finalement que 2 500 dollars. Une somme qu'ils ont remboursée en à peine 2 mois. Il y a 3 chambres en bas. Il y a en grotte. Et il y a une 4e chambre à l'étage, au fond. On s'en sert comme buanderie pour l'instant. Il y en a 3 étages ici. Ce dimanche, ils ont invité quelques amis pour le déjeuner. Ça va mon pote? Joseph soigne ses convives avec un festin de roi. Ils ont encore besoin de 10 minutes, je pense. Sa nouvelle richesse, il compte bien la partager. Ah, le tire-bouchon dernière technologie. Dis donc, il y a du dollar ici. Autour de la table, ils sont de différentes confessions. Tous travaillent, mais la majorité d'entre eux sont payés en livres libanaises. Comment vous êtes venu ici? En voiture. Et ça vous a coûté de l'argent? Ça va, on est encore qu'au début du mois. Moi, avec mon salaire de 3 000 dollars, je pourrais faire vivre 30 familles. Et malgré cela, je ne parviens pas à être heureux. Parce que toutes les activités que je faisais avant avec mes amis, je ne peux plus les faire avec eux aujourd'hui. Donc on n'est pas plus heureux qu'avant, même si on a de l'argent. Après tout ce qu'on a traversé au Liban ces dernières années, on ne sait plus de quoi demain sera fait. Donc on profite d'aujourd'hui.
Tant qu'on en a les moyens. On verra pour la suite. Rami, par exemple, est fonctionnaire. Il touche chaque mois son salaire en livres libanaises, qui aujourd'hui ne vaut plus rien. Alors, pour cet ami du couple, rien que l'achat d'une bouteille de vin à $6 pèse désormais lourd. Mon salaire chaque mois équivaut à 80-85 $. Ça me suffit à peine pour payer 2 pleins d'essence complets. Avant, je gagnais l'équivalent de 1200 $ et maintenant, ça ne vaut plus que 80. La différence est énorme. Malgré l'inflation, le salaire des Libanais n'a jamais été réévalué. À votre santé. Allez, courage. À peine 13% des Libanais touchent un salaire en dollars. Le reste de la population du pays, lui, paie un lourd tribut à cette crise. Face à l'absurdité de la situation, certains se révoltent et demandent justice. Dans le centre de Beyrouth, Rebecca se rend chez son avocat, Fouad Debès. Et comme d'habitude, l'électricité fait faux bond. Ici, les blagues les plus longues semblent apparemment les meilleures. Ça, c'est le Liban d'aujourd'hui. Il y a un an, Rebecca a décidé d'attaquer sa banque en justice pour la captation illégale de ses dollars. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? On avait un entretien avec la banque Byblos. Oui, mais le rendez-vous a sauté. J'ignore quand on pourra reprendre la procédure. Malheureusement, pour l'instant, rien ne va dans notre sens. Mais il ne faut pas baisser les bras. Aucune loi ne ratifie ce contrôle informel sur l'épargne des Libanais. Avec les manifestations, les banques ont fermé durant 2 semaines. Et quand ils ont rouvert après 2 semaines, on n'avait plus rien. On est en face vraiment d'une mafia, et c'est exactement ça, qui a décidé de voler l'argent des gens, et puis et en transférant cet argent en dehors pour leur propre compte. Et ces gens-là, c'est qui? Des politiciens, des banquiers, le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riyad Salamé. Je pense pour moi, c'est l'arnaque la plus grande de l'histoire. On est en train de parler de 100 milliards de dollars qui ont disparu. Cette élite du monde politique et du monde des affaires est accusée d'avoir ruiné le pays au profit de ses intérêts privés. En 2019, France 24 avait interrogé Riyad Salamé, le gouverneur de la Banque centrale, à propos de cet argent transféré vers l'étranger. La liberté de transfert existe au Liban, mais nous sommes en train de vérifier d'un point de vue éthique s'il y a eu des personnalités exposées politiquement qui ont fait des virements vers l'étranger, et ceci, par rapport à nous, peut représenter un abus à cause de leur position. Ironie du sort, Riyad Salamé est accusé d'avoir lui-même participé à titre personnel à cette fuite massive de capitaux. Dans un seul de ses comptes en Suisse, il a presque 300 millions de dollars, lui et son frère. Ça, c'est le salaire du gouverneur de la Banque centrale du Liban? C'est sûrement pas ça. Depuis des décennies, le secteur bancaire libanais reposerait sur le système d'une pyramide de Ponzi. C'est un montage financier frauduleux qui promet des taux d'intérêt très alléchants. Pour les payer, rien de plus simple. La banque se sert de l'argent de ses nouveaux clients. Mais quand la source commence à se tarir, c'est toute la pyramide qui s'effondre. Et au Liban, quand les premiers investisseurs sont partis, c'est le pays tout entier qui en a payé le prix. Il y a des personnes comme la parente Rebecca qui ont travaillé toute leur vie. Ils ont pensé que, oui, on a mis cet argent pour notre vieillesse ou pour aider nos enfants à avoir une éducation en dehors du Liban. Et maintenant, ils se retrouvent sans rien. C'est le braquage du siècle. En 2016, une étude a montré que 90% des banques libanaises avaient pour actionnaires majoritaires des proches des responsables politiques du pays. Et ces ingérences politiques auraient déjà eu des conséquences dramatiques. Le 4 août 2020, à 18h08, le hangar numéro 12 du port de Beyrouth explose.
À l'intérieur, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, un engrais hautement inflammable, stocké sans surveillance. Ce terrible accident a détruit des quartiers de la capitale à plusieurs kilomètres à la ronde. Au total, 214 personnes sont mortes et plus de 6500 ont été blessées. Étonnamment, après cette catastrophe, le président du Liban appelle à la résilience du peuple, plutôt que de mettre en place un plan de sauvetage. Aujourd'hui, Beyrouth, mesdames et messieurs, essaye de se relever de ses ruines. Avec les efforts de chaque Libanais et avec votre soutien, la ville guérira de ses blessures et elle ressuscitera, comme elle l'a toujours fait dans son histoire. Plus d'un an et demi après les faits, les proches des victimes ne décolèrent pas. Tous les 4 du mois, ils se réunissent devant le port pour se souvenir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma Jessica. Vous savez ce que c'est une mère qui ne peut pas fêter l'anniversaire de sa fille? En quelques secondes, ils m'ont volé mon âme sœur, ma femme. J'ai passé 34 ans de ma vie avec elle. Le dossier est épineux. Le gouvernement serait mis en cause dans cette affaire. L'investigation a été confiée à Tarek Bitar, un juge qui a la réputation d'être incorruptible. Une exception dans le pays. Je ne veux que la justice. Et je souhaite au juge Bitar de trouver la force de résister jusqu'au bout. Ici, on le soutient tous. Pourtant, son enquête patine. Ce jour-là, c'est la 3e fois qu'il est dessaisi du dossier. En cause, des membres du gouvernement qui refusent d'être auditionnés et obstruent son travail. Le juge connaît la vérité. Et nous, on sait exactement qui a tué ses victimes et qui a fait exploser le port. Dans le pays, il y a un homme qui s'est particulièrement intéressé à ce dossier. Riyad, on est en direct. Nous y voilà, nous sommes de retour avec votre programme « À bas le règne de la corruption ». Ce journaliste d'investigation qui dénonce la corruption sans détour, c'est Riyad Kobeissi. Chaque matin, il passe devant le port pour se rendre au travail. Ici, c'est le meilleur endroit pour s'arrêter. C'est un endroit que je connais par cœur, mais de l'extérieur car je suis banni du port. Je n'ai pas le droit d'y entrer. Selon Riyad, plusieurs membres du gouvernement connaissaient la présence du stock de nitrate d'ammonium dans le port depuis des années. C'est l'un des endroits les plus corrompus du Liban. J'irai même plus loin, c'est l'un des endroits les plus corrompus du monde. Ce port, c'est comme un microcosme du pays. Cet endroit est géré par des employés d'une mafia qu'on a élus au pouvoir. Pour travailler au port, vous devez être soutenu par l'un des 4 principaux partis politiques du pays. Certaines personnes vont même jusqu'à payer quelques politiques pour être nommés au port. Vous allez comprendre pourquoi un contrôleur des douanes, par exemple, prend des pots de vin sur chaque produit qui rentre. Selon nos calculs, il pouvait toucher jusqu'à $2000 par jour. Je dis bien par jour. Et s'il ne touche que $2000, il considère que c'est une mauvaise journée. D'après les rapports officiels, le port génère 200 millions de dollars de recettes par an. Sans la corruption, il devrait rapporter près de 25 milliards selon Riyad. Le journaliste s'attaque aux puissants et prend des risques. Suite à une de ses enquêtes, un officiel du port l'a déjà attaqué physiquement il y a quelques années. Alors, depuis, Riyad est sur ses gardes. J'ai mon propre système de surveillance installé dans la voiture, au cas où quiconque essaie de m'attaquer. Comme ça, j'aurai des preuves. Sa femme est également présentatrice sur la même chaîne. Vous êtes fière de son travail? Oui, mais
Parfois, il me fait mal à la tête. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. J'ai peur, non, qu'il y a quelque chose de mal qui lui arrive. Vous savez qu'elle a peur pour vous? I'm telling him every time I'm telling him this, but il s'en fout. Et vous ne voulez pas changer de travail? Non, j'ai essayé d'être un gentil journaliste, mais je n'y peux rien. Je suis fait pour dénoncer. Et en effet, Riyad ne recule devant rien. Le journaliste a mis en ligne son enquête sur l'explosion du port. Sur son site, il affiche en grand les têtes des responsables politiques liés à cette affaire et met à disposition toutes les preuves qu'il a rassemblées. Notamment une lettre écrite par le colonel Joseph Scaff. Dès 2014, cet officier des douanes lançait l'alerte. Un bateau nommé Rosus est arrimé au quai numéro 11 du port de Beyrouth. Il contient à son bord une importante cargaison d'un explosif dangereux qui compromet la sécurité publique. Nous demandons à ce que le bateau soit éloigné du quai. Finalement, rien n'a été fait. En mars 2017, ce colonel meurt de façon suspecte. Malgré un soupçon d'assassinat, l'enquête du gouvernement conclura à une chute accidentelle. Ce mélange de corruption, de clientélisme, d'incompétence et de négligence, c'est ça l'origine de la bombe. Je sais qu'il y a des pays comme au Mexique où il y a beaucoup de corruption, mais ce n'est pas comme au Liban. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans tous les autres pays, le gouvernement combat la mafia. Mais au Liban, le pays appartient à la mafia du gouvernement. Il possède ce pays. Le pays est à la dérive. Mais pire encore, il a faim. Et dans ce contexte, le moindre événement peut dégénérer à tout moment. En octobre dernier, Beyrouth s'est embrasée. Des partisans du groupe Amal, un parti politique chiite affilié au Hezbollah, manifestent devant le palais de justice. Ils demandent que Tarek Bitar, ce juge chrétien, soit retiré de l'enquête sur l'explosion du port. Ils l'accusent d'être à la botte de puissances étrangères et de s'attaquer en particulier aux représentants chiites du pays. Le communautarisme, la plaie du Liban, refait surface. En fin de matinée, les manifestants se présentent lourdement armés à l'entrée d'un quartier historiquement chrétien de Beyrouth. En une seconde, la situation tourne au drame. Des coups de feu retentissent. Les communautés chrétiennes et chiites s'affrontent pendant 5 heures. Au total, 7 personnes sont mortes dans les rangs chiites. Ali a 60 ans. Il est milicien au sein de la branche armée du parti chiite Amal depuis sa jeunesse. Il nous emmène sur les lieux des affrontements. Tout a commencé ici. La première personne qui a été tuée, c'était à cet endroit. Un sniper lui a tiré dessus. Selon Ali, les jeunes miliciens chiites sont des martyrs, attaqués ce jour-là par les opposants chrétiens. Ici, il y avait les jeunes d'Amal. Ils se sont avancés de cette rue vers cet immeuble. C'était une réponse défensive, c'est tout. Attirée par notre caméra, une habitante, chiite elle aussi, s'invite dans nos échanges. Son immeuble a été l'un des plus touchés par les tirs. On regardait par la fenêtre les jeunes dans la rue. Et d'un coup, ils ont commencé à tirer de ce côté. Tout le monde s'est mis à courir. Vous habitez où? Quel étage? Au 5e, là. Par là? On était présents dans l'appartement. On peut venir chez vous? Je vous en prie, venez. Cette femme nous propose de venir constater les dégâts dans son appartement. Ali, le milicien chiite, nous suit de près. Elle vit ici depuis 14 ans avec son mari et leurs 3 enfants.
On était cachés dans la salle de bain. Impossible de s'enfuir par là. Les tirs venaient de ce côté. Ce mur a été criblé de balles. C'était horrible, on était terrifiés. Témoin de l'horreur ce jour-là, cette famille a tout filmé avec ses téléphones portables. À 13 ans, le fils cadet, Abbas, est encore sous le choc. On a mis ça ici comme un barrage pour quand il y a une lance-roquette qui vient s'en protéger. Nous étions au moins 4 ici. Vous avez peur des lance-roquettes? Lance-roquette, bombe, ils ont lancé un lance-roquette, M14, M16 et plus un peu de grenades. Moi j'étais ici, notre voisin était assis comme ça, ici. La maison, mon père était ici, mon père ici, ma soeur un peu dehors. Et vous êtes resté combien de temps dedans? Au moins 2 heures et demie. 2 heures et demie? 2 heures et demie. T'as eu peur? Moi, j'étais un peu peur. J'étais peur, mais pas beaucoup. Au bout de quelques heures interminables, la famille au complet a été exfiltrée. Vous craignez que ça recommence? Oui, bien sûr. Je vis avec le stress. Ça m'a rappelé la guerre civile. Je me suis dit, ça y est, ça recommence. Sauf qu'une guerre entre communautés, cette famille n'en veut pas. Les enfants sont scolarisés dans une école chrétienne. Et dans le salon, à côté du Coran, trône même le patron des chrétiens du Liban. Nos voisins sont chrétiens, musulmans et toutes les religions. Nous sommes un. C'est pas ça le problème. Pourtant, en face d'eux, Ali, le milicien, semble presque se préparer au retour éventuel d'une guerre civile. Au Liban, tout le monde est armé. Les armes sont partout. Dans les années 90, toutes les milices ont dû rendre leurs armes à l'État. Nous aussi, avec le groupe Amal. Mais quand on a commencé à nous embêter, on s'en est procuré à nouveau. Moi, en tant que milicien, je ne crains rien. Je suis prêt à entrer en guerre pour mon parti. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que monsieur raconte. C'est une guerre absurde. C'est dans l'intérêt de personne au Liban de vivre ainsi. On a envie de vivre en paix et d'éduquer nos enfants tranquillement. Mais que chaque citoyen soit armé, c'est du n'importe quoi. Si le spectre d'un communautarisme violent a endeuillé le Liban ce jour-là, une large partie du pays essaie pourtant de s'en défaire. Ce vendredi, le père Gabriel est en route pour le sud du pays. Il se rend à Saïda, à 50 km de Beyrouth. À majorité musulmane, c'est la 3e plus grande ville du Liban. En arrivant, Gabriel a le pas pressé. Ses étudiants l'attendent. Tu m'as manqué. Ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Je suis ému de revenir ici au campus. Je suis très ému. Il est professeur de culture générale. L'université est privée et d'obédience chrétienne. Mais son corps professoral et les étudiants sont de toutes les confessions. Bonjour. La leçon du jour, c'est liberté et religion. Un sujet avec lequel la jeune génération du pays semble à l'aise. Moi, ma génération n'a pas pu sortir du confessionnalisme. On a échoué. Est-ce que votre génération, est-ce qu'elle pourra sortir ou pas? Non. Simplement, on voit et on est en train de voir ce que la religion a fait et est en train de faire dans notre Liban. Elle a fait une guerre civile et elle peut refaire une autre guerre civile si on continue comme ça. Alors la laïcité, c'est nécessaire. Et je pense que nous, les amis, cette génération a cette conscience, bien sûr. Entre un État failli et une économie minée, ces étudiants imaginent leur avenir en dehors du Liban, de manière assez unanime. À main levée, qui veut partir du Liban après l'université? Au nom de Mohamed, Khadija, Fatma, Jésus et la Sainte Vierge, au nom de tous les saints et de leurs familles. Laza, qui veut rester? Pourquoi tu veux
Parce que tout le monde parlait de changer. Si on part, tout ce qui va changer alors. Si on veut changer le pays, il n'y a qu'une seule façon de le faire, et à mon avis, c'est d'aller voter. On a une dette envers vous. On a une dette. On n'a pas su vous transmettre un pays digne de vous, où vous pouvez vivre normalement. Qu'est-ce qu'on vous a donné finalement? Un pays en lambeaux? Ce pays en lambeaux, 1 million de Libanais l'ont déjà quitté. Dans tous les domaines, les services publics sont à l'arrêt. Le gouvernement a laissé pourrir ses services de santé, ses chantiers, mais aussi son réseau électrique. Les deux principales centrales du pays sont très mal entretenues. L'une d'elles ne fonctionne qu'à 30% de ses capacités. Ses équipements sont obsolètes. Les employés attendent devant des écrans noirs. Le pays vit au rythme de longues coupures de courant. Pour pallier ce déficit, un réseau privé est né, les générateurs d'électricité. Dans chaque quartier, ces grandes boîtes vertes fournissent les 2/3 de l'énergie nécessaire aux foyers libanais. Ce système est illégal, mais nécessaire, donc toléré. Exceptionnellement, nous avons pu pénétrer cette filière informelle. Vous voyez ce câble? Celui qui sort de nos moteurs? Il longe le chemin pour alimenter cet immeuble. Venez voir nos compteurs. Cet homme est l'un des 2 propriétaires des 8 groupes électrogènes qui approvisionnent tout le quartier. Ces fils arrivent du câble principal, alimenté par nos moteurs. Ils sont reliés à ce tableau électrique. Pour chaque appartement, il y a un compteur. Et chaque compteur a son disjoncteur. Mais c'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux. On prend toutes les mesures nécessaires de sécurité. Ici, l'électricité publique vient 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour. Parfois 1 heure. Et quand ça coupe, on allume nos générateurs. Environ 15 heures par jour, c'est bien, non? Devant notre caméra, ces 2 associés assurent ne fournir que 500 foyers en électricité. Pourtant, leur réseau en couvre plus d'1 millier. Pour alimenter leurs groupes électrogènes, des camions-citernes remplis de diesel les livrent quotidiennement. Là, ils sont en train de transférer le fioul du camion vers la citerne. Elle a une capacité de 30 000 litres. Cette immense cuve sera vide dès le lendemain. C'est ici que l'électricité est répartie sur chaque zone, A, B, C, pour alimenter les maisons. Chaque contacteur sert à alimenter entre 2 et 3 maisons. L'État a tenté de réguler ce marché privé en imposant une grille tarifaire. Pourtant, les propriétaires de générateurs continuent d'exercer un prix 3 fois plus élevé que celui du secteur public. Je viens pour que tu me payes la facture d'électricité. Chaque début de mois, leurs employés viennent chez les gens pour collecter les recettes. C'est cher? Trop cher même. Je travaille ici pour 1 million par mois. Et eux, on leur donne 10 millions pour l'électricité. Avec ces tarifs, on est parfois obligé de payer de notre poche. Le problème, c'est qu'elle est vide. En moyenne, un foyer dépense 2 millions de livres, soit 80 $ par mois pour ses factures de générateurs privés. Au total, le chiffre d'affaires pour ces 2 associés serait compris entre 40 000 et 80 000 $ par mois. Dans le pays, ces réseaux sont surnommés la mafia des générateurs. Si l'État a besoin de vous, que la population a besoin de vous, pourquoi est-ce qu'on vous considère comme un système illégal? C'est bizarre, non? Je ne peux pas répondre à cette question. La seule question qui compte, c'est: vous voulez de l'électricité ou pas? Nous, on est là en soutien au gouvernement.
Quand l'État fournira de l'électricité partout, on éteindra nos moteurs et on rentrera à la maison sans un bruit. On n'est pas une mafia. Si on éteint nos moteurs pendant 20 minutes, vous verrez tous les habitants du quartier révoltés à leur balcon. Même pas 20 minutes, 5 minutes. Et en ce moment, le business est rentable? Non, on ne gagne rien. Vous achetez le fuel en dollars? Oui, en dollars. Et en dollars frais. Une fortune. Si vous ne payez pas en dollars, vous n'avez pas de fuel. Rolex au poignet et Jaguar garé dans la cour, il semble compliqué de croire à leur discours de bienfaiteurs. En 2018, le marché des générateurs a été estimé à 1,9 milliard de dollars. Si ce secteur informel est plus que toléré par le gouvernement libanais, c'est parce que celui-ci y trouve son compte. C'est ce que nous explique Marc Ayoub. Pour ce chercheur en énergie, tout cela ressemble à une partie de Monopoly. Le gouvernement, les importateurs de diesel et les exploitants de générateurs privés ont tous un intérêt commun à la panne du secteur électrique. L'électricité du pays fonctionne au diesel. La chaîne de valeur du secteur énergétique commence avec les importateurs de diesel. C'est un cartel de 13 compagnies qui fournit le pays. Et si vous regardez les dirigeants de ces entreprises de diesel, ce sont directement des hommes politiques du pays, ou bien des proches connectés à l'élite. Par exemple, comme Cogeco. Comme Cogeco, les frères Bassatné, IPCO, tout cela. Cette société, Cogeco, un des leaders de l'importation de diesel, est détenue à 40% par Walid Jumblat. Cet ancien ministre des Transports est toujours à la tête de l'un des partis politiques historiques du pays, malgré un conflit d'intérêts évident. Donc évidemment, ces entreprises et les politiques mêlés à ça ont tout intérêt à ce que le Liban importe du diesel. Et qui sont les plus gros consommateurs de diesel? Les générateurs d'électricité. Depuis des années, ces différents acteurs ont fait d'immenses profits avec ce business. S'ils vous disent le contraire, c'est un mensonge. Sauf que ces profits engrangés par une bande organisée au pouvoir ne ruissellent pas, ou peu, dans les poches des Libanais. Fatigués des promesses d'une vie meilleure qui n'arrive jamais, certains sont prêts à risquer leur vie pour fuir le pays. À Tripoli, dans le nord du Liban, c'est le cas de Mohamed. Allez, sortez de la cuisine. À 35 ans, cet ancien guide touristique partage ce 2 pièces avec toute sa famille. Sa mère, ses sœurs et ses 4 enfants. En octobre dernier, il est parti clandestinement par la mer avec son fils Hossam pour atteindre l'Europe. Une fois sur place, le reste de la famille devait les rejoindre. Mais leur voyage a tourné court. Nous étions 82 personnes. Nous avions acheté un grand bateau. Notre projet était de partir d'ici vers l'Italie et une fois là-bas, chacun devait faire son chemin en Europe. Mais le destin en a décidé autrement. On a tout perdu. Les gardes-côtes turcs nous ont arrêtés. Et où est-ce qu'on s'est retrouvés? En prison. Tu es allé en prison? Oui. Et tu as quel âge pour être allé en prison? 7 ans. En prison, on était 16 par cellule. C'était dur. Imaginez, mon fils dormait avec moi sur un banc, entouré de terroristes de Daesh. Arrêtés à l'entrée de l'Europe, Mohamed et son fils passeront 29 jours en détention, avant d'être renvoyés au Liban. Malgré le traumatisme, pour cette famille, la tentation du départ reste plus forte. Quand vous regardez la mer, comme ça, qu'est-ce que ça vous évoque? Je pense à la météo et au jour où il fera beau pour repartir. C'est votre rêve? Mon seul et unique rêve, c'est partir de ce pays avec mes enfants. Tu voudrais repartir? Oui. Et pourquoi? Parce que chaque jour, il y a des morts ici. Dans un Liban empêtré dans l'une des plus graves crises financières mondiales, Mohamed et Hossam contemplent le large. Derrière ces vagues, pour eux,
se cache peut-être l'espoir d'une vie meilleure.